Présent, Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons aujourd'hui de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'abord, nous vivons un moment singulier par sa rareté. Il est peu courant que les représentants des deux chambres du Parlement réunis en commission mixte paritaire tombent d'accord sur un texte financier. C'est en général le signe de circonstances exceptionnelles qui exigent d'agir dans l'urgence et qui en appellent à la responsabilité de chacune et de chacun. La dernière fois qu'une CMP aboutissait à un tel résultat pour un texte financier, j'en faisais d'ailleurs partie en tant que rapporteur général du budget, nous l'avions eu exceptionnellement, notamment en 2020 face à la crise sanitaire. Et à l'époque, en responsabilité, députés et sénateurs de tous bords s'étaient entendus pour faire adopter au plus vite des budgets d'urgence qui avaient permis de protéger efficacement nos concitoyens, notre économie, nos emplois. Les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui ne sont pas moins graves. Elles appellent des réponses qui ne sont pas moins urgentes et qui ne sauraient être moins courageuses. La crise à laquelle nous sommes confrontés n'a rien de sanitaire, mais la crise que nous devons éviter est financière. Vous connaissez la gravité de la situation de nos finances publiques. La semaine dernière, le taux d'intérêt des emprunts français a ponctuellement dépassé celui de la Grèce et notre dette dépasse les 3 230 milliards d'euros. Nous nous apprêtons à consacrer l'an prochain près de 55 milliards d'euros à la seule charge de la dette. Si les taux d'intérêt augmentaient ne serait-ce que d'1%, il faudrait y ajouter 20 milliards d'euros d'ici 5 ans. Sans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous examinons aujourd'hui, le déficit des comptes sociaux atteindrait près de 30 milliards d'euros l'an prochain. 30 milliards d'euros. Ce n'est pas un simple enjeu comptable, c'est notre capacité à garantir les droits acquis et à en ouvrir de nouveaux qui est en question. C'est la pérennité de l'ensemble de notre modèle de protection sociale qui est en jeu. Ce défi, députés et sénateurs y ont répondu la semaine dernière en trouvant un accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Je l'ai dit, c'est un moment singulier par sa rareté. C'est également un moment singulier par sa portée. Cela signifie concrètement que oui, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il y a une majorité au Parlement pour faire le choix de la responsabilité. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit su. Il y a une majorité au Parlement pour faire le choix du rééquilibrage des comptes et du redressement de nos finances. Il y a une majorité au Parlement pour restaurer des marges de manœuvre qui nous permettront de continuer à investir, de continuer à financer nos services publics, de continuer à protéger les Français. Il y a une majorité au Parlement pour faire aujourd'hui des choix courageux qui nous épargneront des décisions plus douloureuses demain. Le Premier ministre a assumé d'entrée de jeu que ce PLFSS pour 2025 était perfectible, pourvu que le cadre global de responsabilité soit respecté. Ce cadre, vous le connaissez, nous en avons longuement débattu, ici comme avec vos collègues du Sénat. Le gouvernement n'a qu'un seul objectif, c'est celui de contenir le déficit public autour de 5% du PIB dès l'année prochaine, afin d'être en capacité de le ramener sous la barre des 3% du PIB à l'horizon 2029. C'est tout simplement le niveau qui nous permettra de stabiliser puis de réduire notre endettement. Le gouvernement a proposé un effort inédit de 60 milliards d'euros, un effort équilibré qui porte 2/3, vous le savez, sur la baisse des dépenses, un effort partagé entre l'ensemble des administrations publiques, à commencer par l'État. Et tout au long des débats, que ce soit ici à l'Assemblée nationale comme au Sénat, je n'ai jamais dévié de ce cap. Je n'ai jamais dévié non plus des engagements que j'ai pris devant vous dès la présentation du texte. Et j'ai toujours veillé au respect de vos prérogatives. Je vous ai toujours transmis sans délai les informations nouvelles susceptibles d'éclairer nos échanges dès qu'elles étaient à la portée de ma connaissance. Et surtout, le gouvernement n'a jamais refusé le débat. Le gouvernement a toujours considéré toutes les propositions issues de tous les bancs, sans distinction, dès lors que nous étions d'accord à la fin pour un rééquilibrage progressif des comptes. Nous avons été à l'écoute de vos alertes, de vos remontées, de vos observations et conformément à notre Constitution, vous le savez, les débats en première lecture ici n'ont pas pu aller à leur terme. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont pas été pris en compte.
Comme vous l'aurez remarqué, le gouvernement a fait le choix de ne pas repartir de la version initiale du texte lors de son examen au Sénat, comme l'y autorise pourtant la Constitution, mais de reprendre plus d'une trentaine de vos amendements issus de toutes les sensibilités politiques. Le texte qui vous est soumis aujourd'hui est donc un texte complété, amélioré, enrichi par les compromis trouvés en commission mixte paritaire. Le gouvernement a été à l'écoute des parlementaires de tous les groupes qui ont appelé à modérer l'effort demandé notamment aux entreprises au titre de la réforme des allègements généraux de cotisations. La cible d'économie qui était fixée à 4 milliards d'euros dans le texte initial est ramenée à 1,6 milliard d'euros. En outre, le dispositif d'exonération spécifique aux Outre-mer sera préservé. Nous protégeons par ailleurs le pouvoir d'achat des retraités. Toutes les retraites seront bien revalorisées dès le 1er janvier prochain. Et nous ferons un effort complémentaire à l'été pour les petites retraites, dont le niveau sera bel et bien intégré sur l'inflation. Nous préservons l'apprentissage en limitant l'assujettissement partiel des apprentis à la CSG aux seuls nouveaux contrats, sans rétroactivité, à l'exclusion donc des contrats existants. Nous modérons l'effort demandé aux employeurs territoriaux et hospitaliers au titre du relèvement du taux de cotisation de CNRACL. Le rehaussement de 12 points du taux de cotisation sera étalé sur 4 ans au lieu des 3 ans initialement prévus, sans baisse de l'Ondam à due concurrence. Nous avons entendu les remontées que les élus locaux et leurs représentants nous ont adressées sur ce point. Nous améliorons par ailleurs la situation financière des hôpitaux et des établissements médico-sociaux avec un effort complémentaire de 700 millions d'euros. Cet effort est financé par les marges de manœuvre que nous dégageons dans le cadre des mesures relatives à la CNRACL et à la lutte contre l'absentéisme. Comme l'a annoncé le Premier ministre, nous rehaussons les moyens nouveaux affectés au département de la branche autonomie à hauteur de 200 millions d'euros, tout en simplifiant considérablement l'architecture de ces concours. Au total, le financement de la branche autonomie au département et au MDPH auront ainsi pratiquement doublé depuis 2019. Ils atteindront à périmètre constant près de 6 milliards d'euros en 2025. Les départements jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de nos aînés. L'État sera plus que jamais à leur côté. Enfin, le gouvernement a annoncé ce matin son engagement d'abandonner le déremboursement des médicaments par voie réglementaire. À l'issue de l'examen parlementaire, le régime obligatoire de base et du Fonds de solidarité vieillesse s'établirait à 18,3 milliards d'euros en 2025, contre 16 milliards d'euros dans la copie initiale du gouvernement et 15 milliards d'euros à l'issue de l'examen du Sénat. Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment lors de la présentation des amendements à l'article d'équilibre. Mesdames et messieurs les députés, ceci est un bon compromis. C'est un compromis responsable qui représente un effort de freinage réel de la dépense sociale, mais un effort de freinage proportionné, qui préserve notre capacité à protéger les Français. Au total, et par rapport au texte initial du gouvernement, les dépenses des régimes obligatoires de base et du FSV progresseront de 2,7% contre 2,8% dans le texte initial. Cela représente un freinage de 0,6 milliard supplémentaires, reflétant principalement l'effort supplémentaire sur l'Ondam et la gestion des caisses de sécurité sociale que vous avez demandé en CMP. Ainsi, les dépenses de la branche maladie progresseront de 2,2%. Celles de la branche vieillesse et de la branche autonomie seront plus dynamiques. Les dépenses des branches famille et AT-MP maintiendront, comme dans le texte initial, une progression de 3,1% et 6,3% en 2025. Les recettes de la sécurité sociale s'établiront quant à elles à 2,8 milliards en deçà de l'équilibre du texte initial et progresseront elles aussi de 2,7% en 2025. Ces moindres recettes résultent en partie de la moindre dynamique des remises de médicaments, vous le savez, à hauteur de 1,2 milliard, en partie contrebalancée par les recettes attendues au titre de la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux. Mesdames et messieurs les députés, les travaux parlementaires ont en contrepartie permis de dégager 1,1 milliard d'euros de recettes nouvelles, avec le relèvement du taux de contribution pour les attributions gratuites d'actions, par les mesures de fiscalité comportementale portant sur les sodas et les jeux d'argent, mais aussi pour des économies supplémentaires introduites par votre CMP sur les niches sociales. C'est un texte de compromis qui permet des avancées significatives au bénéfice de l'ensemble des Français et que je veux ici rappeler. Il s'agit des mesures en faveur des agriculteurs auxquelles le gouvernement s'est engagé à la suite de la crise de l'an dernier. Avec ce PLFSS, nous renforçons, nous pérennisons les dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les agriculteurs, en particulier au titre de l'emploi des travailleurs saisonniers.
Nous avançons l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul des retraites agricoles au 1er janvier 2026. C'est un gain pour l'ensemble du monde agricole et pour cela, nous avons besoin de ce texte. Il s'agit de la revalorisation des personnels soignants. 1,6 milliard seront ainsi consacrés aux revalorisations conventionnelles en ville en 2025, dont 1 milliard d'euros pour les médecins. Pour ces avancées, nous avons besoin de ce texte. Il s'agit du fonctionnement de nos hôpitaux qui recevront au sein de l'ONDAM plus de 3 milliards d'euros de financement supplémentaire en 2025. Pour tout cela, nous avons besoin de ce texte. Il s'agit des hausses d'effectifs dans les EHPAD et des mesures en faveur. Au total, les dépenses de la branche autonomie progresseront de 2,7 milliards en 2025. C'est une hausse de 6,8% pour la branche autonomie, seulement si nous avons ce texte. Ces moyens permettent très concrètement d'accélérer des recrutements en EHPAD, plus de 6 000 ETP supplémentaires chaque année, de continuer à déployer la stratégie des 50 000 solutions dans le champ du handicap, de soutenir davantage, j'en ai parlé, les départements dans le virage domiciliaire, ou encore de solvabiliser la progression des dépenses au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il s'agit de mesures de lutte aussi contre la fraude sociale et les abus, qui sont un véritable fléau qu'il nous faut éliminer. Votre débat parlementaire a permis l'adoption d'amendements portant sur l'extension du droit de communication, sur les échanges de données entre assurances maladie obligatoire et complémentaires, ou encore sur la réforme de l'organisation du service du contrôle médical de l'assurance maladie. Il s'agit de l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il s'agit de la lutte contre les déserts médicaux, avec notamment le cumul emploi-retraite facilité pour les médecins dès 2025, par une exonération de cotisations vieillesse dans les zones sous-denses, puis à terme par la consolidation du régime simplifié des professions médicales dont le seuil d'éligibilité devrait être rehaussé. Mesdames et Messieurs les députés, voilà ce que prévoit ce texte. Tout ce que j'ai pris le temps d'énumérer, c'est ce que prévoit ce texte. Ce sont des droits, pour certains nouveaux, dont les Français seraient privés si ce texte n'était pas adopté. Nous avons préparé un texte initial dans des circonstances exceptionnelles. Nous avons travaillé dans l'urgence, mais nous avons travaillé avec sérieux. Nous avons refusé, et vous avez refusé ensemble, le matraquage. Nous avons refusé la casse sociale. Nous avons eu des débats approfondis, constructifs, qui nous ont permis de proposer une copie équilibrée, qui nous ont permis de tracer un chemin qui soit certes un chemin de crête, mais un chemin entre l'ouverture de droits nouveaux et le nécessaire rééquilibrage progressif des comptes sociaux. Sans l'adoption de ce texte, tout cela serait réduit à néant. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la ministre.